Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Tisné, je suis le fondateur de Talentlers, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et du leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis il est surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour le premier épisode du podcast Atomic Leaders. Aujourd'hui, on est avec Rui Pinto. Salut Rui. Salut Romain. On est là sur ce troisième épisode d'Atomic Leaders. Donc on a déjà deux épisodes d'expérience. Donc là on apprend avec l'équipe de plus en plus. Vous devez avoir aussi une meilleure qualité de son et on essaie d'avancer sur tous ces sujets. Aujourd'hui on va parler de leadership donc avec Rui. Je te propose peut-être de commencer par présenter ta carrière de leader. Présente-toi. Carrière de leader. Pardon. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter. Je t'avoue que j'étais un peu surpris de voir ton invitation, donc ça me fait très plaisir. Donc, ma carrière professionnelle, si tu veux, c'est ça, les deux un peu de terre. Elle a commencé chez PwC au Luxembourg, de manière assez classique pour un CFO que je suis aujourd'hui, en 2004. J'ai passé quatre années, très instructives, très challenging comme d'habitude. Mais ça m'a vraiment beaucoup appris. Je suis persuadé que je serais un autre leader, une autre personne, d'ailleurs, carrément, si je n'étais pas passé par là. Parce que ça m'a appris beaucoup de la résilience, l'ambition, l'envie de bien faire, je pense, et beaucoup de méthodologie de travail, surtout. Ensuite, j'ai passé 10 années, dans une compagnie d'assurance, Swiss Life, période pendant laquelle nous nous sommes rencontrés. Ouais. Et je pense qu'effectivement, en tant que leader, c'est peut-être la période qui m'a été la plus bénéfique, parce que c'est là où j'ai fait, je dirais, la plus grosse évolution. C'est-à-dire que je suis passé du stade d'une fonction opérationnelle sans gestion d'équipe à une position de department lead, environ un département jusqu'à une quinzaine de personnes. Et effectivement, les challenges de leadership, de gestion d'équipe, de résolution de conflits. C'est là vraiment que j'ai été pour la première fois confronté à ce genre de problème. Et ensuite, voilà, j'ai continué, je dirais, plus ou moins au même niveau auprès de deux autres sociétés jusqu'à aujourd'hui. En fait, maintenant, ça fait 4 ans que je suis chez Lombard. Les défis, je dirais, en termes de gestion d'équipe sont pas forcément différents. Ils sont toujours différents parce que les équipes sont différentes. Mais on retrouve les mêmes thèmes qu'on va sûrement aborder. Ouais, ok, très clair. Donc oui, un petit parcours dans différentes entreprises, toujours un petit peu dans le milieu de l'assurance ou assimilé. Tout à fait. Et encore une fois, c'est pour ça que je l'ai mentionné au début. Ça n'avait aucunement, je dirais, c'est pas partie de mon ambition personnelle quand j'étais à l'UNIF. Je ne m'imaginais pas du tout déjà être leader. À la base, je pense comme beaucoup de gens. Mais quand je suis arrivé chez PwC, j'étais dans 2 secteurs, l'assurance et les fonds d'investissement. Et je pensais tout naturellement, quand j'ai pensé quitter l'audit, que je me suis orienté vers une société d'assurance vie qui faisait notamment de l'unité de compte et donc avec une très très forte exposition aux investissements. Et donc Swiss Life, ça a été assez naturel, je dirais. Lombard aujourd'hui, c'est un peu dans la même lignée. Ok, super. Alors bienvenue donc officiellement sur le podcast. Donc sur ce podcast, donc ça va durer 20 minutes. La règle principale, c'est qu'on va essayer de pas couper. Le but, c'est qu'on essaie de rapporter un maximum de valeur à l'audience. Et puis on essaie de viser le truc le plus authentique possible. Donc c'est un petit peu la petite condition qu'on se met entre nous. Je vais te poser des questions un petit peu génériques et puis le but du jeu, c'est qu'après, alors pour ceux qui nous écoutent et qui voient pas, je t'ai montré sur mon téléphone, j'ai une petite roue de la fortune là avec une 50aine de questions. Donc il y aura pas de transition d'une question à l'autre, hein, ça va être un petit peu au hasard. Et l'idée, c'est qu'on essaie de se donner 1 à 2 minutes de réponse par question. Comme ça, du coup, en 20 minutes, on apporte un maximum de valeur à l'audience. Ok? Ça te va? Ça marche. Ça me va. Super. La première question que je pose un petit peu à tous les invités, c'est en termes de conviction, en fait,
être un leader, c'est un ou une leader d'ailleurs, c'est avoir des convictions. C'est quoi tes grandes convictions fortes sur le rôle du leader ou du manager en général? Alors, ça vient forcément de ce que j'ai observé et de ce que moi j'ai observé et ce que j'ai considéré moi comme des leaders. Mais je pense que la première conviction, c'est l'exemple. On dit souvent show the way. Et pour moi, ça, c'est vraiment une grosse conviction. Après, je serais toujours intéressé de voir les commentaires que les gens font sur est-ce qu'ils croient que je le fais ou pas. C'est toujours intéressant à voir. Mais ça, c'est la première conviction. Un leader doit montrer le chemin. Il doit montrer l'exemple. Et je pense que les gens ne le suivront jamais s'ils n'ont pas l'impression que la personne, une fois, hein, ça peut être un homme, une femme, n'importe, que la personne elle-même, elle ne fait pas ce qu'elle dit. Donc ça, c'est très important. Et le deuxième, je pense qu'il y a des leaders vraiment à tous les niveaux. Moi, j'ai dans mes équipes, fort heureusement, des gens que je considère comme des leaders, mais qui ne sont pas des gens qui ont des grades très élevés. Hein. Ça peut être des gens qui sont là depuis 3-4 ans et qui sont en bas d'une échelle, on va dire, hiérarchique. Mais tu le sens que peut-être ça ne deviendra jamais des managers, ça ne deviendront jamais des dirigeants d'entreprise. Mais ils montrent la voie, ils montrent le chemin, ils donnent l'exemple aux gens et tu le vois qu'ils poussent leurs collègues de par le simple fait qu'ils ont une attitude, ils ont une attitude envers le travail, envers les collègues qui est exemplaire dans certains aspects et tu le vois que les autres sont influencés. Ok. Ouais, donc c'est deux pour essayer d'être court. Ouais, très bien. Donc l'idée, ça, c'est d'avoir ce truc où tu montres en live et puis tu ouvres une voie pour aller vers quelque chose un petit peu d'autre. Toi, tu as rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de leaders, soit on va dire des personnes auxquelles tu as rapporté directement, soit indirectement. T'arriverais à identifier une personne, alors en la nommant ou pas, mais une qualité ou plusieurs qualités que toi, tu as vues vraiment in real life et tu t'es dit, waouh, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve qui incarne un petit peu le rôle? Oui, oui. Alors, je ne peux pas faire le faillot, donc je ne vais pas mentionner mon chef actuel. Il s'en connaît pas, mais il est très inspirant. Et donc, je vais peut-être passer outre. Et il y a beaucoup de qualités que j'apprécie dans ce genre, dans ce rôle de leader, mais que j'ai retrouvé par ailleurs, peut-être en mettre deux. Et donc, les personnes se reconnaîtront, je peux les nommer. Il y a notamment, quand j'étais chez Swiss Life, il y a une personne qui m'avait beaucoup inspiré. Et qui est devenu quelqu'un d'assez proche, Rachel Warren, pour ne pas le nommer. Et ce qui m'a vraiment beaucoup inspiré, c'est sa capacité, moi, en tant que simple comptable à l'époque, ça, et lui, il était le CFO, et j'ai beaucoup appris, non seulement techniquement, mais aussi sa capacité à expliquer les choses de manière très claire, de se mettre au niveau des personnes. Ça m'a beaucoup inspiré dans ma façon, quand j'ai essayé de le faire, les gens me diront si c'est vrai ou pas, dans ma façon de coacher les gens, d'essayer de leur apprendre ce que je savais. Donc vraiment, tu sentais que le partage de ces connaissances était, et je pense que ça l'est toujours, instinctif, naturel. Il ne me donnait pas du boulot à faire. Je voyais qu'il voulait me faire comprendre les choses. Et donc, quitte à passer du temps pour m'expliquer comment les choses devaient se faire, et toujours d'un côté très humain. Et peut-être l'autre aspect que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté humain. Pour moi, un leader, c'est pas une machine. J'ai beaucoup apprécié travailler, notamment chez Swiss Life, avec un mec qui aujourd'hui est devenu un concurrent, puisqu'il gère une société qui est concurrente de Lombard depuis de belles années au Luxembourg. Et son côté très humain, je veux dire, ça m'a toujours beaucoup inspiré. Autant quand j'étais son collègue à l'Exco chez Swiss Life, autant depuis. J'ai toujours eu beaucoup de retours de la part de collègues ou de personnes qui travaillent avec lui. Et ça a toujours été quelqu'un qui est très inspirant de ce côté-là, son côté humain. Et je pense que le leader doit être quelqu'un de humain. Juste à donner un coup de pied à la fermière, je ne suis pas très fervent de leader comme Elon Musk. J'admire d'un point de vue purement réussite. Entrepreneur, voilà, ce côté goût du risque, mais sur beaucoup d'aspects, c'est pas quelqu'un que j'apprécie. J'aimerais très clair. Oui, en fait.
Ok. Alors, je pense qu'on est plusieurs. Il y a plusieurs personnes sur Terre qui doivent pouvoir se dire ça, spécialement depuis les derniers événements où on a entendu que une partie s'était fait licencier par SMS. Mais Oui. effectivement, je vois bien le côté effectivement admiration pour l'entrepreneur et moi pour le leader. Ok, très clair. Bah, écoute, on passe à nos fameuses questions random. Donc, il va pas y avoir de transition. Je fais tourner un petit peu la roue. Euh, et, euh, et là, la première question qui sort, c'est voilà, pour l'organisation du travail dans ton équipe, c'est quoi ta secret sauce? L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est que être leader et manager une équipe, bon, il y a tout l'aspect inspiration, leadership, etc. Mais il y a aussi un aspect très concret d'organisation, de répartition des tâches, etc. Toi, sur ces sujets-là, c'est quoi ta méthode? Comment tu fais ça? Bah, je pense être assez classique là-dessus, Ouais, pour être honnête. Donc, moi, mes équipes, que ce soit aujourd'hui ou dans le passé, elles sont organisées en petites équipes avec un manager, une personne qui gère. Et ma façon de gérer, c'est d'un côté donner, et je l'espère, la full responsabilité, donc la responsabilité totale, pardon, ouais, à la personne qui gère son équipe ok, et de suivre l'évolution avec elle. Donc, c'est-à-dire, moi, ce que je leur dis souvent, c'est ta responsabilité d'effectuer cette tâche ou cette tâche-là. Moi, je suis là pour t'aider, pour m'assurer qu'elle est correctement effectuée et dans la mesure du possible, de te donner tous les moyens nécessaires pour que tu le fasses. Donc, ça, c'est comment je le vois. Ça n'empêche pas que je travaille de manière très directe parfois sur des sujets avec d'autres gens, bien sûr, que mes rapports directs. Mais dans l'organisation, on va dire standard, c'est comme ça que ça se passe, avec des réunions hebdomadaires avec mon management team pour m'assurer que voilà, quels sont les points à discuter, quels sont les points qui nécessitent un partage entre tous ou qui nécessitent d'être résolus. À côté de ça, j'essaye, et là c'est vraiment je dirais un problème de société, mais la réunionite aiguë, le fait d'être disponible, ouais, contrairement à être en réunion, ça c'est vraiment un de mes plus gros challenges, malheureusement, ok. que je n'ai pas encore réussi à résoudre. Mais voilà, j'essaie dans la mesure du possible d'être disponible quand ils en ont besoin. Euh, et ça, je l'avoue très, très humblement que je n'y arrive pas toujours. Mhm. Euh, mais voilà, je pense que de ce côté-là, c'est vraiment assez classique. Sur les priorités, sur les priorités, du coup, toi, tu donnes les priorités sur le quoi et eux, ils sont complètement libres sur le comment. C'est ça que je comprends. Dans la mesure du possible, oui, j'essaie. Ok. J'essaie aussi de leur partager le maximum d'informations de contexte que je peux Ouais. pour leur permettre de faire leur boulot tout en Ouais. étant le plus clair possible si jamais il y a des informations que je ne peux pas leur donner. Ok. Donc, je leur dis souvent, c'est posez-moi toutes les questions que vous voulez. Si jamais je ne peux pas répondre, je ne vous mentirai pas, je vous dirai juste que je ne peux pas répondre. Ou je vous donnerai l'information dont j'ai besoin parce que voilà, il arrive dans ma position qu'on doit demander des informations, des analyses Ouais, bien sûr. à des personnes des différentes équipes sans pour autant pouvoir partager complètement les D'objectif. textes. Mais j'essaie, dans la mesure du possible, quitte à parfois être un peu lourd, pour être honnête, de leur donner le maximum de contexte possible parce que je suis persuadé que si les gens savent ce pourquoi ils travaillent, ils sont plus efficaces. Et Ok. serait-ce que dans la préparation, dans la préparation du délivrable. Ouais, c'est-à-dire, oui, c'est ça, en fait. En donnant tous les sous-titres, tu maximises tes chances qu'ils aillent dans la bonne direction dès le début, quoi. C'est l'objectif. Ok. Très clair. Ok. Très, très clair de mon côté. Je refais tourner notre petite roue. Et là, on dit toujours qu'il faut motiver son collectif. Ah ouais. C'est quoi ta méthode pour motiver le collectif? Donc, je comprends qu'il y a une dimension un peu autonomie Oui. là-dessus. Toi, justement, la motivation alors de ton collectif ou d'un collectif en général, c'est quoi ton avis sur ces sujets-là? Euh, ben, je suis persuadé que, on va peut-être parler de télétravail, mais je suis persuadé que une des motivations des gens, c'est d'avoir un retour sur la qualité de leur travail et sur ce qu'ils ont fait. Ce que j'essaye de faire, encore une fois, c'est de donner ce feedback dans la mesure du possible et de construire un esprit d'équipe. Ok. Voilà, parce que de mon observation personnelle, chaque fois que j'ai fait partie ou que j'ai eu le plaisir de gérer des équipes dans lesquelles il y avait une bonne ambiance, une bonne entraide,
les gens étaient d'office motivés pour faire la tâche. Et encore une fois, on revient sur l'autre point, c'est sur le fait de comprendre ce pourquoi ils le font. Parce que la plupart du temps, quand j'ai vu des gens bien motivés, c'était soit parce que ils étaient dans un environnement un peu toxique, voilà, ou alors qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Ou en tout cas, ils ne voyaient pas la valeur ajoutée des tâches qu'on leur demandait d'effectuer. Toujours, si je prends un exemple, on a toujours des tâches qui sont ingrates. Souvent, je leur dis, moi aussi, même aujourd'hui, ça peut m'arriver de faire des photocopies, passer des heures sur des tableaux Excel. Il y a rien de dévalorisant là-dedans à partir du moment où on sait pourquoi on le fait, quel est l'objectif et quelle est la valeur ajoutée de ce qu'on fait. Ça, j'essaie de leur donner. Dans la version, alors c'est marrant, j'ai appuyé en même temps sur la roue. Dans la version donner les sous-titres, moi je prends beaucoup à la capacité qu'ont les leaders à expliquer la façon dont ils décident. C'est-à-dire en fait comment toi, le chef, tu prends des décisions, parce qu'à un moment donné, c'est toi aussi qui dois décider. Et du coup, la question, c'est comment tu prends tes décisions pour ton collectif. C'est quoi ton processus de décision à toi et comment tu le modéliserais, ce truc-là? Alors, c'est marrant parce que il n'y a pas une réponse. Dans le monde idéal, les gens en discutent. J'aimerais bien dire, ça c'est mes objectifs, j'aimerais bien dire que je suis plus un écouteur qu'un parleur, mais malheureusement, dans ce genre de réunion, j'ai tendance à parler, à donner mon avis. Mais j'essaie quand même autant que possible d'écouter les différents avis, mais ensuite de trancher à un moment donné. Parce qu'il faut bien prendre des décisions et d'expliquer le pourquoi. Si c'est à moi de prendre la décision, encore une fois, je fais partie d'autres collectifs où c'est pas à moi de prendre la décision, donc j'essaie juste de donner mon avis. Quand c'est à moi de prendre la décision, j'essaie vraiment d'être clair sur la décision qui est prise et dans la mesure du possible d'expliquer le raisonnement. Et toi, au niveau de ta prise de décision, vas-y, pardon. Non, donc je voulais juste dire, c'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des gens, donc j'essaie de m'adapter aussi à l'audience. Il y a parfois des gens qui ne vont pas avoir besoin ou avoir envie de tout ce contexte et leur donner trop de liberté ne va pas leur plaire. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas une seule solution. J'essaie de m'adapter aux gens que j'ai en face parce qu'il faut reconnaître qu'il y a certaines personnes qui, soit des gens plus juniors, par exemple, ou des gens qui ont peut-être une moins bonne visibilité du contexte général, ça va leur créer un stress supplémentaire, véridique, si on leur donne trop de liberté parce que ils vont pas savoir quoi en faire. Donc, encore une fois, c'est mon rôle de leader de les amener à être avec le temps dans une autre position. Donc, si ce sont des gens assez seniors et qui ont la capacité, la seniorité, l'expérience pour prendre des décisions, donc j'essaie de suivre leur avis. Mais si ce sont des gens qui, pour une raison X ou Y, ne l'ont pas, j'essaie de m'adapter et peut-être d'être beaucoup plus directif, quitte à leur expliquer par la suite pourquoi je n'ai pas fait telle ou telle autre option. Donc ça, c'est la façon dont toi, c'est ton processus d'explication de la décision. Et après, toi, quand tu décides, qu'est-ce que tu utilises? Tu décides plutôt sur les risques, sur les opportunités, sur un gut feeling. Comment tu décides d'un truc, toi, à ton niveau? Personnellement, en fait. Oui, alors j'essaye, dans la mesure du possible, d'analyser la totalité des impacts. Et donc, c'est donc de me projeter dans un futur plus ou moins proche en fonction de la décision. Et donc, d'essayer d'analyser l'univers des possibles. Encore une fois, tu fais des scénarios. Voilà, un algorithme, mais de se dire c'est quoi les différentes options, les plus probables, les moins probables, et finalement c'est quoi le risque. Et ça, dans mon rôle, ça va de la décision de dire, voilà, on a un souci IT aujourd'hui, on doit faire une clôture, en théorie, on doit se terminer demain, mais on a un souci IT. Ça passe tout simplement par se poser la question, OK, si on le fait pas aujourd'hui, on le fait demain. Est-ce qu'on a une probabilité que le problème IT soit résolu? Si elle est très forte et que moi je peux vivre avec un jour de retard, ça ne sert à rien de commencer à avoir des gens qui vont partir dans tous les sens, trouver des méthodes alternatives et dire tout simplement, voilà, tout pis, on monitor et tant qu'on reste sur le même timeline, demain, le problème IT est résolu et on aura potentiellement un jour de retard, mais je peux vivre avec, on le fait. En fait, c'est une approche très auditeur, en fait. Je mesure les impacts, je regarde avec quoi je peux vivre et j'agis sur ce avec quoi je veux pas vivre. Exactement. Et ça, c'est une autre méthode. C'est souvent ce que je dis aux gens, c'est essayer de prendre le pire scénario possible. Tu prends une décision. Et te dire, est-ce que si je prends cette décision-là, quelle est la pire chose qui peut arriver? Et si elle arrive,
est-ce que tu peux vivre avec? Est-ce que tu peux, ou est-ce que tu serais confortable de dire, voilà, mais c'était quand même la meilleure décision parce que le pire scénario dans cette option A, il est quand même de loin moins pire que Parce que le reste. le scénario moyen dans l'option B, et donc, je pourrais le justifier. Ok, très clair, ouais, c'est intéressant cette approche. Pas que ça me rappelle mes jeunes temps d'auditeur, donc ça me parle. Ok, prochaine question. Est-ce qu'il y a des choses particulières que toi tu fais avec tes pairs, avec des communautés, avec des gens pour développer ton leadership ou prendre du recul sur ton collectif, sur la façon dont vous fonctionnez ensemble, etc. Oui, alors beaucoup moins que je ne le voudrais. Mais on essaye, on essaye d'une part de faire des town halls chez nous, donc des meetings dans lesquels tout le département est présent, qui en théorie devraient avoir lieu tous les 3-4 mois, au moins 2 fois par an. On essaie de le faire depuis la fin du Covid. Ok. Donc il y a toujours une partie, c'est une session un peu plus donner de la formation, partager des derniers développements. Mais ça se termine toujours par un événement en soirée, un peu des team building. Donc ça, c'est avec l'équipe. Souvent, la deuxième partie de l'événement est beaucoup plus appréciée que la première, mais ça fait partie du jeu. Ça va avec. Ouais, ça va avec. Et puis, dans un cercle plus restreint, on essaie de faire de temps en temps des workshops, tout au moins une fois par an. Un peu des workshops, on va dire, off-site, avec mes managers, peut-être un peu un cadre élargi, pour discuter, de nouveau partager de l'information, mais avec plus de granularité. Ouais. Parce que ce sont des gens qui sont plus réceptifs et qui en auront besoin. Donc, chacun partage un petit peu plus en détail tel problème, tel projet, la situation, ce qui va arriver. Et aussi de discuter de 2 ou 3 sujets de gestion des équipes ou alors de projets qui vont arriver. Donc, ça permet d'aller un peu plus dans le détail de ce genre de thème, ce que tu ne peux pas faire au bureau en l'espace d'une demi-heure, même si tu es obligé de 10 personnes ensemble. En général, les gens apprécient beaucoup. Surtout que ça se termine encore une fois souvent par un repas ensemble ou un petit événement. Et ce sont ces moments-là, finalement, je permets à personne de venir juste pour la deuxième partie, soyons clairs. Mais de mon point de vue, 90% du gain pour l'équipe se passe pendant cet événement-là, plus que pendant le premier. C'est intéressant cette logique. Je permets à personne de venir qu'à la deuxième partie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un côté droit et devoir intéressant, mais je trouve ça sympa. J'ai une autre question qui sort. Quand tu regardes, quand tu es extérieur à un collectif, donc là, sans parler du tout d'un collectif que tu gères, parce qu'on n'est pas objectif, et que tu regardes objectivement un autre collectif, qu'est-ce qui te fait dire que tu es devant un collectif qui fonctionne bien? Quand tu regardes une autre équipe ou un autre truc dont tu fais pas partie, qu'est-ce que tu regardes avec tes yeux où tu te dis, ah ouais, ça, c'est un truc, à mon avis, ça doit bien marcher? Alors, 2 choses. Donc, la communication verbale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une personne qui parle ou 2. Donc, qu'il y ait des échanges. Ouais. Et encore plus important, la communication non verbale de ceux qui ne parlent pas pendant ce temps. Ok. Alors, je ne sais pas si tu as déjà essayé, parce que je sais que tu as des enfants plus ou moins de même âge, j'essaie d'expliquer à ma fille de 9 ans ce que c'est la communication non verbale. Et le fait que 90% de ce qu'elle me dit, ce n'est pas ce qui sort de sa bouche, c'est le reste. Si tu as des slides là-dessus, je les veux bien pour pouvoir... moi, la mienne a 7 ans, mais... Je ne vais pas retrouver, mais je vais à ChatGPT, peut-être qu'il pourra m'en produire. Mais voilà, c'est vraiment très important le comportement, et je pense qu'on a eu parfois les mêmes cours dans le passé, de faire très attention à la posture, aux expressions des gens. Et donc, moi, j'essaie vraiment de regarder la plupart du temps les gens qui ne parlent pas dans un collectif. Ok. C'est mes collègues qui l'entendront, vont sûrement me scruter par la suite, mais parce que ça te permettra de vérifier comment quels sont leurs avis, ou en tout cas la façon dont ils perçoivent le message. Et donc, si tu as une posture très ouverte, vraiment, tu le vois que les gens participent, même quand ils ne parlent pas. Tu vois qu'ils acquiescent, ou en tout cas qu'ils challengent dans un collectif. Pour moi, c'est un collectif sain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de non-dit, qu'il n'y a pas des sujets qui ne sont pas permis, ou alors que les gens ont cette impression, cette conviction qu'ils peuvent naturellement participer, naturellement donner leur avis, et qui ne seront pas juste remis à leur place ou complètement ignorés. Ok, très clair. Peut-être une dernière question au hasard. C'est quoi ton rapport à l'erreur?
Ah, ça c'est très bien. Euh, alors, on fait tous des erreurs. Ouais. Moi, j'en fais tout le temps. Euh, Ok. le confirmer. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que l'erreur elle soit expliquée, elle soit reconnue et qu'elle ne soit pas répétée. Mhm. Donc, il n'y a aucun souci à faire une erreur. Si on refait 20 fois la même erreur, là, il y a un vrai souci. Je veux dire, à partir de la deuxième ou troisième fois, après, ça dépend de ce que c'est. Et il faut apprendre ces erreurs, il faut surtout pas les cacher. Ouais. Je pense que c'est parce que de ce que j'ai pu observer, des gens qui ont peur de faire des erreurs, en tout cas de les reconnaître, ça tue une organisation. Parce qu'ils vont Ok. essayer de le cacher, ils vont être beaucoup plus stressés, voilà. À l'inverse, il ne faut pas non plus normaliser l'erreur. Et je pense que ça, enfin, parfois dans ce genre de cours de leadership ou de management, où on est très relax et tout ça, ça peut avoir un effet délétère. Je veux dire, faire une erreur qui a un impact pour la société n'est pas anodin. Donc, il ne faut pas crucifier la personne, mais pour autant, il faut se dire, OK, on a fait une erreur, comment est-ce qu'on peut éviter qu'elle se reproduise, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la corriger. Je pense qu'il y a, en fait, il y a une balance à trouver entre stigmatiser la personne et à l'inverse, faire comme si Sécuriser. c'était tout à fait normal. Ouais, bien sûr. Voilà, Il faut sécuriser le bon équilibre pour pas qu'on rentre dans de la répétition. Ok, super. Écoute, ça fait une vingtaine de minutes qu'on se parle. Moi, j'aime bien donc cette partie. Moi, le vrai learning là, c'est sur ce truc non verbal. C'est vrai que c'est pas un truc que j'avais modélisé pour moi-même, et c'est à mon avis un bon tool en plus du reste. À la fin des épisodes, je demande souvent quel Atomic Leader vous aimeriez entendre sur ce podcast. Est-ce que toi, tu as un nom d'une personne que tu penses que je dois absolument interviewer et qui aura des trucs à nous raconter sur le sujet du leadership? Oui, donc quelqu'un qui... alors attends, laisse-moi réfléchir une minute. Donc on parle encore une fois de quelqu'un d'atteignable. Là, je veux dire, on va parler d'Elon Musk ou de... Ah oui, quelqu'un que tu connais, quelqu'un que je peux aller voir en disant oui, a donné ton nom et qui va pouvoir me dire ça. Et idéalement, pas quelqu'un de ton organisation, idéalement quelqu'un d'une autre organisation. Oui. Oui, écoute, je vais peut-être choisir quelqu'un avec qui j'ai travaillé par le passé. Je pense quelqu'un comme Sylvia Ok. de PwC. Voilà, j'ai jamais travaillé avec elle quand j'étais chez PwC, mais on a déjà travaillé sur des projets ensemble. Et voilà, je pense que c'est quelqu'un qui, dans la mesure de ce que j'ai pu observer, applique certaines des bonnes pratiques que j'ai mentionnées, que j'apprécie en tant que leader. Ok, super. Eh ben, écoute, Sylvia, l'invitation est lancée. J'aurais adoré faire l'invitation, mais c'est encore mieux que ça vienne de toi, oui. Comme ça, en plus, on est deux à se dire que c'est une super idée. Bah, écoute, merci, merci. Bah, j'espère. Écoute, on verra bien. Merci beaucoup, oui, pour ce moment ensemble. Écoute, t'as joué le jeu jusqu'au bout. C'était authentique sans préparation, et je pense qu'il y a quelques tips intéressants à activer. Bon courage pour la rentrée. Alors, l'épisode sortira un petit peu plus tard parce qu'il y a un peu de montage, etc. Mais en tout cas, là, on tourne ça à la rentrée. Donc, bon courage pour la rentrée. Et puis, à très vite. Merci beaucoup, Romain. Allez, bye bye. Au revoir.